La rétrospective de la semaine, fini les vacances pour les écoliers. La rentrée scolaire aura bel et bien lieu ce lundi 8 septembre sur l'étendue du territoire national. Des avancées significatives telles que l'acquisition des écoles pour certaines localités sont enregistrées. Première sortie soldée par une défaite des débuts à 0 à Lubumbashi pour les Léopards de la RDC face aux Lions indomptables du Cameroun. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Et puis, le défunt commandant de la 8e région a été honoré au plus haut niveau. Le commandant suprême des FARDC a élevé le général Lucien Baouma au double titre de lieutenant général et des commandeurs de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. La nation a toujours récompensé ses fils méritants. Le commandant suprême des FARDC, Joseph Kabila Kabange, l'a prouvé hier samedi en présidant personnellement la cérémonie de l'élévation posthume en grade et en dignité de l'ancien commandant de la 8e région militaire décédé. Le général Jean-Lucien Baouma devient à la fois lieutenant général et commandeur de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. 8h30 du samedi 6 septembre, état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État vient personnellement, commandant de la 8e région militaire, décédé le 30 août dernier en Afrique du Sud. Les responsables des institutions, les gouverneurs des provinces, ses frères d'armes ainsi que sa famille assistent à son élévation à titre posthume au grade de lieutenant général des FARDC. Clou de l'événement, le président de la République élève le désormais lieutenant général Jean-Lucien Baouma dans l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. Lieutenant général Baouma Ambamba Jean-Lucien, au nom du peuple congolais et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité du commandeur de l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba. Pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Son sens élevé du patriotisme crie en sa faveur. Le camp base à Kisangani portera désormais le nom de camp lieutenant général Baouma Mbamba Jean-Lucien. Il faudrait que les compagnons d'armes puissent s'inspirer de cette disponibilité-là, de ce savoir-faire, de cet esprit de professionnalisme et surtout de son caractère humble. Il était ouvert. Le commandant des opérations Soukola 1 s'en va sur les pointes de pied. Ses frères d'armes accompagnent sa dépouille mortelle vers Kisangani dans la province orientale, ville qu'il a vu naître, où il sera inhumé. Que son âme repose en paix et que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère. C'est la rentrée scolaire ce lundi 8 septembre en République démocratique du Congo. Un début d'année perçu comme difficile en termes d'habillement d'enfants si l'on considère le peu d'engouement observé durant ces vacances pour l'achat des uniformes au marché central. Toutefois, des avancées significatives sont enregistrées dans l'acquisition des nouvelles infrastructures scolaires, notamment à Kasangulu. Cette liesse traduit ici la joie des habitants de la communauté Masusa dans la cité de Kasangulu lors de la remise officielle de l'école primaire Makala, construite aux standards nationaux en matière d'EPSP par l'ONG World Vision en partenariat avec l'Église armée du Salut. Geste qui répond ainsi à un besoin, celui de l'accès et l'aboutissement à une éducation formelle et non formelle de qualité pour les enfants congolais vulnérables. Nous visons l'éducation de qualité, donc que les enfants sachent lire, écrire et calculer, et que les adolescents saisissent aussi des opportunités économiques. Nous avons donné notre part, l'armée du Salut a aussi donné sa part pour que nous puissions construire cette œuvre que vous avez vue pour aider les enfants de cette communauté à accéder à une éducation de qualité. Nous demandons à la population de Masusa d'envoyer les élèves ici, afin que nous puissions un jour peut-être élargir le cycle et de prendre soin du bâtiment surtout. Cet édifice de 6 salles de classe, d'un bâtiment administratif et des latrines
est une fierté pour la communauté bénéficiaire. Mais tout le monde vient de sentir une joie auprès de ces enfants, puisque dès qu'ils avaient entendu parler que notre école bientôt sera inaugurée, ils sont venus en uniforme. Ça montre déjà que la rentrée scolaire n'est pas problématique pour l'épée Makala. Le lundi 8, nos enfants seront ici à l'école. Merci pour votre Merci de nous avoir conçu cette école près de nous, car l'épée Makala va assurer notre encadrement scolaire. 17 filles. Des réalisations semblables sont également prévues dans le cadre du programme de développement communautaire pour les 6 provinces couvertes par World Vision en RDC. Et sachez que les enseignements commenceront à être dispensés de demain également dans la province de l'Équateur, d'où revient le ministre de la Santé publique qui a tenu un point de presse à Kinshasa afin de présenter la dernière évolution de la fièvre hémorragique Ebola. 59 cas sont confirmés, dont 32 décès. Et le gouvernement, avec l'aide des partenaires extérieurs, a pris de nouvelles précautions, notamment la construction des centres de traitement et des contrôles à l'entrée et sortie de Djera, épicentre de la maladie. Félix Kabange-Numbi de préciser que l'INRB a transmis les résultats du dernier cas de Mbandaka, voulais-je dire, qui était passé par Djera le 17 août dernier et il s'était mis lui-même en quarantaine avant d'arriver au centre d'isolement de l'hôpital de Wangata à Mbandaka. Il est négatif et vient d'être déchargé. Conclusion, il n'y a pas Ebola à Mbandaka. Le virus Ebola est bel et bien contenu à plus de 1200 km de Kinshasa et les gouvernements tiennent à stopper la chaîne de propagation. Et pour ce faire, ils comptent sur l'apport des acteurs de masse à travailler avec les différents partenaires, notamment les journalistes qui ont été sensibilisés sur la question. Depuis la confirmation de la présence en RDC de la maladie à virus Ebola, le gouvernement congolais et les différents partenaires s'activent au quotidien pour stopper la chaîne de propagation. Et ce mardi, ce sont les professionnels des médias qui ont été sensibilisés sur la question. Des éclaircissements leur ont été fournis au sujet des informations générales sur la maladie, entre autres les différentes formes de manifestation du virus. Fièvre, faiblesse intense, douleurs musculaires, maux de tête, diarrhée, vomissements, mais aussi sur le mot de contamination. À noter que le virus se transmet d'une personne malade à une autre par contact direct avec les liquides organiques, notamment le sang, les urines, les selles, la salive, le sperme, la sueur, les sécrétions vaginales. À ce jour, depuis la réapparition du virus à Djera dans la province de l'Équateur, 53 cas ont été détectés. Et dans le lot, on a noté à ce jour 13 cas confirmés, 13 cas probables, 21 cas suspects et 31 décès. Les efforts fournis par le gouvernement congolais avec les différents partenaires ont pu contenir jusqu'à ce jour la maladie dans le secteur de Djera, très enclavé, situé à 68 km de la cité de Boendé, à 600 km de Mbandaka et à plus de 1200 km de Kinshasa. Aucun souci donc à se faire quant à sa propagation dans la capitale. Les journalistes ont été appelés à diffuser de la meilleure façon l'information sur l'épidémie actuelle et à vulgariser davantage les mesures spécifiques que le gouvernement met en place tout en sensibilisant la population sur les règles d'hygiène. Pour les 53 000 habitants de... Et toujours à propos de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongo, a mobilisé à Kinshasa des organisations, des femmes et d'autres ONG. Parmi les précautions à prendre contre la propagation, la première est de toujours se laver les mains après des contacts. Tous les moteurs sont mis en marche pour freiner la chaîne des contaminations de la fièvre hémorragique à Ebola. Une rencontre a été organisée aujourd'hui sous l'initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants avec l'appui des experts du Comité national de coordination mis en place par le ministère de la Santé publique. Objectif, sensibiliser son personnel et les représentants des associations féminines sur les mesures préventives de cette épidémie. Lavez-vous les mains avec de l'eau propre, du savon ou de la cendre avant de manger, après avoir été aux toilettes, après avoir été en dehors de chez vous, parce que vous ne savez pas qui vous avez touché
ce que vous avez touché. Le savon et l'eau propre vont aider à vous débarrasser de tous les microbes, y compris des virus qui circulent parmi nous. En tant que bonne mère, Geneviève Inagossi a exhorté les participants à bannir la spéculation et la désinformation sur les sujets. Ce dont parle le ministère de la Santé, c'est des faits vérifiés et des faits de terrain. On ne parle pas des informations qu'on a recueillies par-ci par-là. Le ministre de la Santé est revenu encore une fois hier de Djena et il insiste sur le fait que l'épidémie est circonscrite, c'est une zone. Pour qu'une personne contamine, il faut qu'il ait déjà des symptômes comme la fièvre ou la diarrhée ou le vomissement avec du sang, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment des dispositions simples, des règles simples d'hygiène que nous devons observer et avoir l'information à la source, n'est pas donner lieu à la spéculation. À chaque fois que vous avez besoin de questions, je crois que le ministère de la Santé est disponible et disposé à venir vous apporter des informations. À l'issue de cette rencontre, une recommandation a également été faite pour l'installation des dispositifs de lavement de mains au sein des écoles afin de protéger les élèves qui reprennent d'ici peu le chemin de l'école. Vu que les mains font partie des plus grandes portes d'entrée de la maladie, la mobilisation et les relayements du message concernant le lavement de mains régulier et systématique demeurent le seul moyen efficace pour stopper la chaîne de contamination. La sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola a été également évoquée de manière collatérale vendredi par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au cours de sa conférence de presse sur l'affaire Mike Mukebai. L'abbé Jean-Bosco Bahala invite les hommes des médias à la retenue afin de ne pas envenimer la situation du directeur de Congo News dont le procès est en cours. Pour éclairer l'opinion sur certains sujets d'actualité qui défraient la chronique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a tenu un point de presse en son siège aujourd'hui. Le CESAC, en tant qu'institution de régulation et de réglementation de médias, demande aux organes de presse d'avoir plus de retenue sur l'affaire du confrère Mike Mukebai et de veiller également au programme diffusé au sujet de ce dernier afin d'éviter d'accentuer l'affaire. Le CESAC reconnaît certains déraillements dans le propos du confrère, mais n'admet pas la dépénalisation du délit de presse. Le Conseil invite donc les professionnels de la presse à la retenue et leur demande d'éviter de mener des actions de nature à aggraver le cas de M. Mukebai. En ce qui concerne la fièvre hémorragique Ebola, le président du CESAC invite la presse à la participation active et à la production des émissions afin de sensibiliser la population. De l'audiovisuel et de la communication a tenu un point de presse en son siège aujourd'hui. Le CESAC, en tant qu'institution de régulation et de réglementation de médias, demande aux organes de presse d'avoir plus de retenue sur l'affaire du confrère Mike Mukebai et de veiller également au programme diffusé au sujet de ce dernier afin d'éviter d'accentuer l'affaire. Le CESAC reconnaît certains déraillements dans le propos du confrère, mais n'admet pas la dépénalisation du délit de presse. Le Conseil invite donc les professionnels de la presse à la retenue et leur demande d'éviter de mener des actions de nature à aggraver le cas de M. Mukebai. En ce qui concerne la fièvre hémorragique Ebola, le président du CESAC invite la presse à la participation active et à la production des émissions afin de sensibiliser la population sur les préventions de ce virus. Les médias ont un grand pouvoir de persuasion, un grand pouvoir également de diffusion et d'information. Il faut que nos médias acceptent de jouer leur rôle de communiquer et d'informer et d'éduquer la population. Il ne faut pas que le mal vienne de nous, la presse. Il faut que le bien vienne de nous, la presse, pour rassurer d'abord la population, pour ne pas créer la panique, et ensuite pour informer la population sur tous les cas. Ce n'est pas du muselage de l'information, c'est de la responsabilité. Une bonne gestion des informations constitue une vertu pour un organe de presse, car une seule mauvaise information peut engendrer la mort de milliers de personnes.
Et toutes nos excuses pour le petit désagrément technique au cours de la diffusion de ce reportage. Au chapitre sécuritaire, les départs de 1500 rebelles Hutus, Rwandais, FDLR et les rapatriements des ex-rebelles du mouvement du 23 mars amnistiés. Les deux sujets ont été abordés lors de la réunion entre le coordonnateur national de suivi de mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba et le secrétaire exécutif de la CIRGEL, François Mwamba et Alphonse Toumbaloaba sont en train d'élaborer une feuille de route. C'est un véritable casse-tête régional, la présence indésirable de 1500 rebelles rwandais des FDLR dans les brousses congolaises. Une équation pour la République démocratique du Congo et tous ses 11 voisins. Les rebelles rwandais conditionnent leur rapatriement à un dialogue politique au Rwanda, un préalable que ne connaît pas l'accord cadre d'Addis Abeba. En voilà une ambiguïté que cherche à résoudre la CIRGL, les mécanismes régionaux et nationaux de suivi de l'accord de la capitale éthiopienne. C'est l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo, la feuille de route en rapport cette fois-ci avec le processus de rapatriement de ceux des ex-éléments M23 éligibles à l'amnistie, puisque vous le savez, ils ne les sont pas tous. Il y en a qui ont pour destination la justice, il y en a qui ne sont pas congolais, leur place est chez eux, mais ceux qui sont congolais et qui sont à l'étranger doivent pouvoir entrer dans un processus DDR qui commence donc par le rapatriement. Pour faire cela, le gouvernement de la République du Congo avait pris l'engagement qu'avant le mois d'octobre, il y aurait une feuille de route. Et donc, cette réunion nous a permis de démarrer ce processus-là. Et cette feuille de route, je le dis, sera effectivement finalisée, notamment à l'occasion de l'évaluation qui s'est faite fin septembre à New York. Voilà. Autre équation pour François Mwamba, Toumbaloaba et le général Kalomé, le rapatriement des ex-M23 amnistiés. Ce processus prendra fin avec la phase de la réinsertion des ex-combattants éligibles à la vie civile. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a maintenant lieu de préciser les choses à travers une feuille de route. Nous en sommes au niveau du projet. Cette feuille de route sera prête pour fin septembre, notamment à l'occasion de discussions qui vont se faire très précisément le 22 septembre à New York. Donc je vous donne rendez-vous à cette occasion-là pour que chacun puisse prendre connaissance du rythme et de la manière dont les choses vont se faire. C'est un engagement, ça va se faire. Ça a pris peut-être un peu de temps, mais nous avons maintenant pris la vitesse de croisière, qu'on fasse confiance au gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme pour tous les autres engagements, celui-là sera tenu. Les 1500 rebelles rwandais à faire la tête dure sont les derniers. 10 000 d'entre eux ont déjà quitté le Congo à petit feu depuis déjà 13 ans. Complicité entre la police et la population, Augustin Matata Pogno a fait une descente au commissariat général de la police nationale en prélude de la mise en place le mois prochain du Centre national de commandement, contrôle et de coordination, un centre qui permettra la liaison entre la population et la police en cas d'urgence. Le call center sera géré par un serveur. On écoute le Premier ministre. Il subsiste encore quelques éléments périphériques devant être connectés, la logistique devant être appuyée et quelques équipements, des connexions et pour permettre donc le mouvement du personnel de la police vers les centres de détection ou les centres d'appel. Nous allons mettre la bouchée double pour que tous ces équipements qui restent soient rapidement acquis, de manière à ce que le lancement de ces centres puisse se réaliser au mois d'octobre prochain. Ceci pour répondre aux recommandations du chef de l'État, le président de la République, qui veut que la sécurité des Quinois et des Quinoises soit assurée à 100%. Et donc, si un Quinois ou une Quinoise est en insécurité et que l'appel 112 est lancé, la police doit être à mesure de réagir de manière très rapide pour porter son secours à la personne qui
qui est affecté. La volonté du chef de l'État, ce n'est pas d'assurer la sécurité uniquement des populations quinoises, c'est d'assurer la sécurité de l'ensemble de la République. Et donc ici, nous sommes dans un processus progressif, n'est-ce pas? Nous sécurisons d'abord la ville de Kinshasa, qui dispose de près de 12 millions d'habitants, et puis nous allons sécuriser l'ensemble du territoire national. Processus électoral. Les représentants légaux des confessions religieuses ont signé hier samedi le protocole d'accord qui crée la commission d'intégrité et médiation électorale. Un engagement qui aidera la CENI de poser des actes à partir d'une base solide d'autorité morale, mais aussi une base solide d'un plan stratégique mieux élaboré et davantage budgétisé. Voici l'acte qui traduit ici la signature du protocole d'accord portant création de la commission d'intégrité et médiation électorale. Une contribution à l'émergence de la démocratie en RDC qui passe par des élections libres, transparentes et crédibles. Un acte posé ce samedi dans la matinée par des chefs des confessions religieuses qui vient donner de la hauteur dans le processus tout en évitant toute forme d'amusement. Aujourd'hui, ces relations interreligieuses s'enracinent par la création de la commission d'intégrité et de médiation électorale CIMANCIB. La création de cette commission s'inscrit dans la dynamique d'engagement de confessions religieuses interpellées par diverses évaluations et recommandations relatives au processus électoral en République démocratique du Congo. Soucieuse de faire éclater la vérité des urnes, bannir la violence, dans l'intégrité électorale, la Commission électorale nationale indépendante salue l'engagement de la CIM au processus tout en évitant les autres acteurs à emboîter le pas. Que les autres acteurs du processus électoral puissent suivre l'exemple des confessions religieuses pour pouvoir à leur tour se préparer à la tenue des élections. Comme vous le savez, l'année 2015 est électorale, l'année 2016 est électorale, l'année 2014 va voir s'achever les opérations préélectorales. Ça fait 3 ans d'activité intense. Des contestations des élections précédentes servent des leçons à tirer pour la CIM en vue de prévenir et gérer des conflits, ce avec l'accompagnement de la Commission électorale nationale indépendante. On en vient aux infrastructures. Sachez que la route constitue l'un des plus grands vecteurs de transmission du VIH-Sida. Cette question a fait l'objet des échanges qui ont eu lieu jeudi entre le coordonnateur national adjoint du PNMLS et les ministres en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kassuchi Moussoka, suivant le docteur Bernard Béli-Bossiki à l'issue de la rencontre avec le ministre. Il s'est tenu le 9 juin dernier au PNMLS la réunion du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida qui a été présidée par le chef de l'État et il y a eu un certain nombre de recommandations, de résolutions. C'est comme cela que nous sommes en train de faire le tour des ministères pour voir avec les ministères les mesures d'application de ces recommandations. Son Excellence a été très sensible et nous avons fait enfoncer une porte qui était déjà ouverte et dans la pratique il y a un certain nombre de textes et de décisions qu'il doit prendre pour mettre en place la cellule de lutte contre le sida et faire un programme, un projet, un chronogramme des activités qui doivent être menées et des instructions précises pour que tous les projets et conventions que le ministère signe pour les grands travaux, le volet VIH doit être systématiquement intégré. Donc ce sont de très bonnes résolutions qu'il a prises et nous allons les accompagner pour qu'ils puissent arriver à matérialiser cela.
À propos encore des routes, sachez que le nouveau pont Chopo, jeté sur la rivière portant le même nom en province orientale, en remplacement de l'ancien pont, sera bientôt opérationnel. Le directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima-Sakrini, est sur place où ses agents travaillent nuit et jour pour concrétiser cette promesse du chef de l'État. Le chef de l'État, Joseph Kabila, l'avait promis à la population de Kisangani. Aujourd'hui, chose faite. La construction du nouveau pont Chopo en remplacement de l'ancien qui date de 1968. La concrétisation de cette volonté politique du président de la République est ici saluée par ce Boyomé. Nous avons apprécié notre président, puisqu'avec les dons qu'il a fait comme ça, qui avance avec son travail. Ce sont ces hommes, plus que jamais déterminés, qui ont démonté et monté le nouveau pont Chopo sous la coordination de l'ingénieur Makiadi. Nuit et jour, ils se sont mobilisés pour réaliser les travaux avec parfois tous les risques que cela représentait. Le directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima, a fait le déplacement de Kisangani pour les encourager et aussi évaluer les niveaux d'exécution des travaux. Je suis venu, j'ai vu, je suis content du travail qui a été fait par mes ingénieurs ici. Le président a promis à la population un nouveau pont ici. Ceci est devenu maintenant une réalité. Naturellement, c'est un motif de fierté pour moi et ça doit être un motif de fierté pour tous les Congolais. Les premiers essais de passage des véhicules sont concluants sur un pont construit entièrement en métal. Un ouvrage jeté sur une rivière avec sa chute d'eau qui emporte les visiteurs dans un monde idéal ponctué de l'apparition spontanée de l'arc-en-ciel qui fait des ponts Chopo un véritable chute touristique dans la ville de Kisangani. Et pour terminer, en sport, football, Cannes, Maroc 2015, la première sortie en première journée a été catastrophique pour les léopards de la RDC face aux lions indomptables du Cameroun. Hier après-midi à Lubumbashi, les Congolais ont perdu sur le score des 2-0. Les Camerounais ont ouvert le score à la 45e minute par Ndjé avant la 80e qui a permis à Aboubakar d'alourdir l'addition. La prochaine journée qui attend la République démocratique du Congo est celle du 10 septembre contre la Sierra Leone. Toujours dans la capitale que préfère. Douche froide pour les léopards face aux lions indomptables du Cameroun. La RDC est tombée sur le score de 0-2 pour le Cameroun. Les débuts camerounais ont été réussis par l'attaquant Ndjé à la 45e minute de la première mi-temps. Après la pause, les choses n'évoluent toujours pas à l'avantage des Congolais, puisqu'à 10 minutes de la fin, Aboubakar va donner un coup de massue à l'équipe haute grâce à cette action collective des attaquants camerounais. La prochaine étape se jouera contre la Sierra Leone à Lubumbashi le 10 septembre prochain. Espérons que les léopards vont se rattraper ce 10 septembre. Merci de votre fidélité renouvelée. Ne manquez pas de visiter le www.bon-tv.com pour plus d'infos, ainsi que sur notre page Facebook B1. Excellent début de semaine à tous à notre compagnie.